Le prochain devoir la semaine prochaine, samedi prochain précisément. Et le prochain devoir concerne les parties. Le prochain devoir concerne les parties. La partie 3 sur l'interface Windows. Donc, la partie 3, ce devoir-là, c'est l'un des tests, disons, c'est un test qui est assez abordable parce que il n'y a pas de programmation. C'est un QCM sur les connaissances du cours. Donc, on va travailler sur le développement d'applications Windows. Avant ça, on va juste jeter un œil sur votre évaluation numéro 2. Avec 10 personnes. Bon, il faut savoir qu'il faut vraiment que vous arriviez à bien apprendre la partie programmation parce que à l'examen final, ça fait partie. Comme je vous disais, le devoir typique qui correspond le plus à l'examen final, c'est le devoir numéro 2. Là. Il y a des questions de programmation et puis des questions poussières. Donc il faut vraiment apprendre à maîtriser. La seule manière d'apprendre à maîtriser, c'est de s'exercer. Ne vous contentez pas de ça, il faut refaire, réapprendre, refaire, réapprendre, refaire pour pouvoir maîtriser comment est-ce qu'on programme en C# là. Soit dans Visual Studio, soit dans .NET Fidel. Il faut vraiment que vous appreniez à maîtriser ça. Les corrections étaient disponibles. Vous avez, je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand vous regardez en bas, ici par exemple, la correction, c'est le programme qui est là en fait. Donc le calcul qui était fait ici, c'était le plus petit commun multiple, le PPCM. Entre les, vous donnez deux nombres et puis ça calcule le PPCM. Donc, bon, vous ne saviez pas, mais c'est ce calcul-là qui est fait, c'est le calcul du PPCM qui est fait comme ça. Donc, l'algorithme il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il fallait essayer de suivre exactement ce que c'est. La petite difficulté est différente de comment ça s'écrit en C# est différent, donc c'est point d'exclamation égal. Et puis l'autre c'était strictement inférieur. Voilà. Après, je pense pas que. Bon, pour moi en tout cas, c'était ça la seule difficulté. Hein. En tout cas, maintenant, si tu vas sur l'exercice, tu peux voir la correction, tu peux comparer avec ce que toi tu as fait et puis ce que le sujet. Pour voir qu'est-ce qui a été le point où tu n'as pas bien cerné. Pour l'instruction switch, ça c'est du coup default. Dans try finally. Ainsi, il fallait interpréter l'exécution du code. En fait, il fallait bien se souvenir de ça. Vous vous souvenez, ça c'est quoi? Et commercial là, c'est et ou c'est où? Ah, c'est et. Et l'autre? Ah, c'est où? Donc, pour pouvoir interpréter, il fallait justement comprendre qu'il y a un qui est et puis l'autre qui est où. C'était la difficulté. Donc, si quand tu exécutes, i est strictement inférieur, est strictement supérieur à 5. Et là, ça c'est faux. Comme c'est un et, donc on va aller dans un else. Donc, on a if i strictement inférieur à 5. Ça c'est faux, mais comme c'est un ou, il faut qu'on regarde. J est supérieur ou égal à 3, ça c'est vrai. Donc on rentre dans le côté vrai. C'était un peu ça qu'il fallait comprendre. Bon, ici, ça c'est. Il faut savoir que le slash avec guillemets, il interprète, C# interprète les slash comme ça. Là. Donc c'est appelé le caractère d'échappement. Donc quand il voit ça comme ça, c'est pas bien utilisé ici.
Il aurait fallu mettre arrobas pour ne pas qu'il interprète ça comme ça, comme le caractère d'échappement. Là, ça aurait passé. En tout cas, si vous n'avez pas réussi, s'il vous plaît, essayez de reprendre, essayez de regarder la correction et puis voir. Parce que comme je vous dis, ça va. Vous avez comme ça. C'est la même chose à l'examen, à savoir que vous avez 4 exercices de programmation et puis tout le reste c'est des exercices QCM. Donc il faut quand même pouvoir réussir les exercices de programmation pour pouvoir s'en sortir. Ok, donc on va avancer, on va faire. Oui. Pour l'examen, en ligne aussi. Ouais. C'est la même manière où vous faites devoir là, c'est la même manière où vous faites l'examen. Mais seulement ce que vous venez ici, le compte que vous utilisez, c'est un compte que Pichet vous donne parce que l'examen est anonyme. Ouais. Ils vont venir le jour de l'examen là, le jour de l'examen, il n'y a pas à faire de. Bon, oui, je crois qu'il peut composer à Yam Sokol aussi. Partie 3, développement d'applications Windows. Alors, c'est une partie délicate dans le sens que cette fois-ci, on ne peut pas le faire aussi. Il faut vraiment, on ne peut pas faire ça sous .NET Studio. Il faut Visual Studio installé sur la machine. Donc, vous allez lancer Visual Studio installé sur vos machines. Sur vos machines qui sont là, il doit avoir installé Visual Studio. Mais si vous faites des gestions, on va venir afficher ces couleurs du bois. Vu que ce n'est pas installé sur le poste. Sur le poste, il n'y a pas plusieurs institutions. Non, tu parles de quoi pour le prochain devoir? Le prochain devoir, comme je dis, vous n'avez pas de programmation. Il faut s'entraîner avant pour connaître l'interface, mais il n'y a pas de programmation en tant que vous n'aurez pas besoin de lancer Visual Studio pour répondre. Mais les questions sont sur du Visual Studio, donc ça veut dire qu'il faut avoir maîtrisé l'interface pour pouvoir se rendre compte de ça. Et c'est de la version 10 à la version 15, peu importe. Les questions là sont faites pour être valables pour l'ensemble de ces versions. Donc la version qui est installée chez vous, vous lancez ça. On va travailler chapitre 6, création d'interface utilisateur, validation de la saisie et puis le TD, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais programmation Windows Form. C'est justement pour vous forcer à découvrir l'interface un peu qu'on fait cette TD là. Donc si vous allez dans le chapitre 6, fascicule allié, vous lancez Visual Studio. Donc quand vous lancez Visual Studio, vous faites nouveau projet et vous faites attention au type de projet qu'il va choisir parce que habituellement, quand on travaille en console, c'est application console qui doit être sélectionnée par défaut. Alors que là, cette fois-ci, vous devez choisir application Windows Form. Donc quand vous faites nouveau projet, vous choisissez application Windows Form pour avoir une interface. Donc les applications Windows Form se distinguent des autres types d'applications avec justement cette interface là qui est assez intéressante. Alors l'une des choses qu'on apprend simplement déjà, c'est comment on nomme les différents éléments que vous voyez sur l'écran là. Ici, donc ça, il faut bien faire attention. Ici, ça c'est la boîte à outils. Ce que vous voyez sur la gauche là, c'est la boîte à outils. C'est ça qui contient les objets qu'on va pouvoir utiliser sur le formulaire. Il se distingue de l'autre qui est au-dessus, qui est, comment on l'appelle lui? La barre d'outils. Barre d'outils. En fait, les deux se ressemblent, c'est pour ça qu'on fait bien la distinction. Ici, ça c'est la boîte à outils. Là, c'est la barre d'outils. Là, en bas, c'est la barre d'état. Là où c'est écrit prêt et puis en dessous, c'est là que la barre d'état. Là où c'est fiché, là, c'est le menu. Et puis plus haut, c'est la barre des titres. Alors vous avez aussi sur la droite ces éléments-là, ces objets-là. Ces objets ne sont pas toujours fixes, mais par défaut, vous avez la fenêtre de propriété. Vous voyez en bas à droite, là, la fenêtre de propriété, et en haut, l'explorateur de solution. Alors, c'est très facile souvent en programmation, parfois vous voyez que ces fenêtres-là disparaissent, réapparaissent. Il faut s'habituer à les faire revenir. Donc, fermez-les et puis faites-les revenir. Les petites
boîte à outils, fermez-les. Voilà, vous fermez. Voilà. Et puis maintenant, faites-les revenir. Comment vous allez les faire revenir? Si elles ont disparu, comment on va pouvoir aller les faire revenir? C'est pas dans fenêtre que c'est ça, c'est dans affichage, oui. Donc, faites fenêtre de revenu, la fenêtre de propriété. Voilà, bien. Explorateur de solution. Il y a explorateur de serveur, explorateur de solution. C'est explorateur de solution qui m'intéresse. Voilà. La boîte à outils. Vous le voyez? Voilà. Donc, explorateur de solution. Vous avez mis fenêtre de propriété aussi. Et puis, si vous vous rendez compte que, en fait, ils sont. Hein? Si vous voyez qu'il y a. Parfois, vous regardez dans la liste, vous ne voyez pas ce que vous cherchez là. Il y a encore une qui s'appelle haute fenêtre là. Dans haute fenêtre, encore, il y a d'autres éléments qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment là-bas que, si jamais vous avez perdu une des fenêtres là, que vous pouvez la retrouver. Ok, donc pour expliquer ce qu'on va faire, on va simplement faire un objet, une interface qui nous intéresse. J'attends juste que le support de cours là s'affiche devant moi. Vous allez, pour illustrer, vous allez donc créer une fenêtre de login. D'accord, sur la première fenêtre que vous voyez affichée à l'écran là, forme 1 là, on va modifier les différentes propriétés pour obtenir une fenêtre de login. On va voir que c'est assez facile de modifier les propriétés d'une fenêtre. Ok. Donc le contrôle standard, on va prendre les utiliser, la portée. Vous voyez ce que je veux? Voici, je veux d'abord une fenêtre comme ça de login. Connexion à l'application, vous allez mettre un logo ici, un nom d'utilisateur, un mot de passe, et puis connecter, et puis annuler. Encore, et puis il y a une case à cocher ici, masquer les paramètres. D'accord? Bon, je vous laisse commencer 5 minutes et puis je le fais en même temps que vous, comme ça ceux qui n'ont pas pu, vous pourrez réaliser. Ou alors on peut, bon, je pense qu'on peut même commencer. Regardons ensemble, allons-y pas à pas. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le nom connexion sur le titre de la... Hop, ici. Vous voyez ici là, j'ai écrit connexion à l'application. Comment c'est écrit ici par défaut? Vous voyez ce qui est écrit là pour le moment? Forme 1. Moi je veux que ce soit écrit connexion à l'application. Donc quelle propriété je dois modifier? Vous avez travaillé déjà un peu sur Visual Basic? Déjà, oui, vous avez déjà travaillé sur Visual Basic. Pour un formulaire, on modifie le titre. C'était une propriété qui s'appelait quoi? Bon, en tout cas, ça. Hein? C'était title. En VB, c'était title. Mais en C#, ça s'appelle text. La propriété qu'il faut chercher, c'est la propriété texte. Donc, vous allez cliquer une fois sur votre formulaire. Vous regardez à droite dans la fenêtre de propriété, il y a la propriété texte qui est écrit forme 1. Et là, vous modifiez, vous mettez connexion à l'application. Vous voyez le résultat? Tu mets connexion à l'application. Connexion à l'application, c'est bon? Ok. Ensuite, on va mettre un logo. Vous voyez, on va mettre une image juste là. Hein?
pour mettre une image, on va utiliser un composant qui s'appelle Picturebox. Donc vous allez dans la boîte à outils. Vous regardez dans votre boîte à outils. Dans votre boîte à outils, vous regardez tous les. Tu cherches tous les menus sont là. Tous les menus sont là. Voilà, tu cherches un truc qui s'appelle. Ok. Donc vous avez pris un composant Picturebox. On va jouer un peu avec Picturebox. Picturebox est un contrôle qui permet d'afficher une image. Donc basiquement on lui donne une image et puis lui il affiche à l'écran. Alors il a une dimension, vous voyez comment il s'est dimensionné là. Donc on va essayer déjà de l'ajuster pour qu'il prenne comme ça le formulaire. Alors c'est pas évident de trouver la bonne position. On va justement voir comment est-ce qu'on peut lui-même lui demander de se mettre au-dessus. Alors la première des choses, on va d'abord jouer à la propriété image. Quand vous cliquez sur le contrôle Picturebox, vous avez une propriété qui s'appelle image. Image permet de choisir un fichier. Donc vous faites importer un fichier et puis il va afficher, vous affichez les images de votre ordinateur. Donc quand vous faites Picturebox, vous faites ensuite rechercher une image et puis vous allez trouver, vous prenez n'importe quelle image de votre ordinateur. Ok. Maintenant, on va utiliser une propriété de notre formulaire. Vous allez voir comment est-ce que ça joue. Il y a une propriété qui s'appelle Size Mode. Regardez la propriété Size Mode de Picturebox. Modifier là, pour le moment c'est écrit sur normal, non? Allez à Stretch Image. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il a fait en sorte que l'image rentre en la réduisant, la forçant, il a forcé à ce que l'image rentre dans l'espace que vous avez défini. Donc il y a une autre propriété. Enfin, notre size mode là, si vous changez, vous avez un autre qui s'appelle auto size. D'abord, vous savez faire quoi? Ça va faire l'effet inverse. Il va prendre le Picturebox et puis il va s'adapter à votre image. Vous voyez? Donc les deux peuvent servir en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Les deux peuvent servir. Donc revenez à Stretch Image. Et réajuster le. Alors, il y a une autre propriété encore sur laquelle on va jouer, qui est la propriété dock. Donc, toi, tu as réussi à bien placer ton contrôle juste au-dessus là. Déplace-le un peu. Je veux que tu le déplaces un peu. Voilà. Et puis on va utiliser dock pour qu'il le remette à sa place. Alors, dock est on appelle ça ancrage, ancré en français. On va lui dire d'ancrer notre contrôle à l'un des 4 points du formulaire. Donc vous voyez ici, quand il a node, il n'a pas de dock. Quand vous faites en haut là, ça s'appelle top. Donc cliquez une fois sur top. Et lui-même, vous l'avez vu qu'il a mis en haut. Essayez maintenant, enlever l'effet top, essayez de mettre le fil, le milieu là. Là, il lui a demandé de tout prendre le formulaire. D'accord? Donc c'est une propriété qu'on utilise aussi quand on veut afficher l'image. Donc remettez-le à top. Voilà. Donc cette propriété là, ça va nous aider à positionner le formulaire, les images pardon, sur le contrôle. Ok, bon, quand on est en programmation comme ça, en général, je vous demande d'enregistrer assez souvent parce que Visual Studio là, il peut se planter pendant qu'on est en train de travailler. Donc de temps en temps, il faut cliquer sur enregistrer pour éviter des surprises.
Ok, donc on a fait, on a réussi à réaliser ça. Maintenant, on va aller le logo de l'application. On va maintenant faire utilisateur, le texte utilisateur, deux points. Et puis ici, vous savez, ça c'est, vous savez c'est quoi? Là où c'est écrit admin là. Ça c'est un text box, d'accord? Et puis utilisateur, ça c'est quoi? Utilisateur. C'est un label, d'accord? Label ici, text box. Donc ça aussi c'est label. Et ça c'est quoi? C'est un textbox aussi, mais seulement on a utilisé une de ses propriétés particulières de textbox pour ne pas que ce qu'on tape s'affiche. Donc la propriété password charge qu'on va utiliser tout à l'heure. Ok, on y va. Donc vous mettez un label, un textbox en face, un label, un textbox en face. Alors votre camarade a posé une question là. Pourquoi est-ce que vous voyez qu'on ne peut pas agrandir les tailles d'un label comme ça? C'est une de ses propriétés. Quand on clique sur un label, on ne peut pas agrandir. Par rapport à un textbox, quand on clique sur un textbox, vous voyez qu'on peut agrandir, non? On peut agrandir ici. Alors qu'un label, on ne peut pas. C'est quelle propriété? Alors, il faut savoir que par défaut, les labels ont la propriété auto size à true. Auto size, ça signifie quoi? Comme son nom l'indique. Voilà. Il ajuste sa taille automatiquement. Donc, il n'a pas besoin qu'on redimensionne. En fonction du contenu, lui-même, il va s'ajuster. Si vous mettez auto size, je vais faire l'expérience. Si vous mettez auto size à false, vous voyez que là maintenant, on peut agrandir le bord du label. C'est quand auto size est à true, on ne peut pas. La propriété auto size existe pour pratiquement tous les autres contrôles. Hein. Même ici, le text box. Si je cherche sa propriété, est-ce qu'il en a une? Ah, il n'a pas de propriété auto size. Mais ce n'est pas, en tout cas, le label n'est pas le seul à avoir auto size. Utilisateur, c'est le mot de passe. C'est bon? Alors on va le faire ensemble. Donc label 1, je modifie la propriété texte pour pouvoir afficher. J'écris utilisateur deux points. Le label 2, je mets ici mot de passe deux points. Alors on n'a pas beaucoup joué aussi, mais c'est possible de modifier la couleur du texte. On n'est pas obligé de rester sur du noir. On peut changer la police sur un label, les couleurs telles qu'on le souhaite. Alors pour que admin soit alors oui, je voulais montrer quelque chose aussi. Regardez ici, quand je vais faire un zoom, vous allez peut-être mieux voir. Juste faites attention sur une chose. Vous voyez quand vous êtes en programmation, sur les suivants certains contrôles, il y a un petit, tu sais, cette petite flèche là qui apparaît sur certains contrôles. C'est la barre d'action rapide. D'accord? Il y a certaines propriétés qui sont rajoutées ici. Ces mêmes propriétés existent toujours dans la fin de propriétés. Mais seulement ici, ce sont des propriétés qu'on veut pouvoir utiliser rapidement. Donc pour chacun des contrôles, comme vous voyez ça comme ça, vous avez des actions qui sont possibles de faire directement ici. Ici, c'est sa propriété multiline, qui signifie quoi pour un text box? Voilà. En fait, par défaut, vous voyez que le contrôle text box reste sur une seule ligne. On ne peut que agrandir sur la même ligne. Mais supposons que vous voulez que ça puisse sur plusieurs lignes, vous cochez multiline. Et là, vous voyez qu'effectivement, on peut maintenant cette fois-ci ajuster en ligne. Donc ces propriétés-là, il faut les connaître dans le sens qu'il faut savoir à quoi elles servent. Elles sont beaucoup plus listées dans le document, là, dans le support de cours, mais ici, il faut vraiment que vous preniez la peine de le lire pour voir à quoi elles servent. Alors, donc sur un text box comme ça, pour changer le contenu, on va simplement appeler ça, on va modifier la propriété texte. Donc pour voir admin s'affiche ici. Vous voyez, je modifie la propriété texte et puis admin s'affiche. Vous voyez, dans l'énoncé, c'est ce qu'on a mis. Hein. J'ai vu admin ici. Donc, et puis un mot de passe par défaut. On va mettre un mot de passe par défaut aussi.
qui peut être password. Sauf que ici, pour le mot de passe, on ne veut pas que ça s'affiche. D'accord? On veut pour que ce soit masqué. Et quelle est la propriété qui va me permettre de masquer ça? C'est la propriété, c'est ça, password char. Si vous mettez n'importe quel caractère ici, il va être utilisé pour remplacer ce que vous voyez à l'écran qui doit taper. Par exemple, moi je mets le symbole plus. Vous voyez? Au lieu de voir les textes affichés, c'est ce que j'ai mis dans password char qui est défini. Par défaut, c'est l'étoile, la multiplication là qu'on prend, mais on peut prendre virtuellement n'importe quel caractère et ça va remplacer ce que vous voyez à l'écran avec ce caractère. Donc, la propriété password char d'un contrôle textbox est le caractère qui s'affiche à la place de ce qu'on saisit. Ici, j'avais écrit password et je l'ai fait disparaître simplement en modifiant la propriété password char. Je vais revenir dessus. Si je laisse, vous voyez ici, c'est password qui s'affiche. Alors que si je modifie la propriété password char avec n'importe quel symbole, vous voyez que c'est ça qui remplace maintenant ce qui apparaît à l'écran. Bon. Alors, une chose encore sur laquelle on travaille sur notre formulaire, c'est les deux boutons là. Connecter, annuler. Connecter, annuler. Hein? Ce sont les contrôles quoi? Il s'appelle bouton, il me semble simplement. Si vous regardez sur votre gauche, vous allez chercher un composant qui s'appelle bouton. Et puis vous le faites, vous en mettez deux. Vous en mettez deux. Un à l'intérieur, vous écrivez annuler, connecter, et l'autre à l'intérieur, vous mettez annuler. Alors, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré une chose, mais on va vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai mis mes deux boutons. Bouton 1, bouton 2 affichés à l'écran. Ensuite, pour modifier le nom qui s'affiche ici, c'est quelle propriété? Propriété texte, hein, on est d'accord. Donc ici, j'ai écrit connecter. Et là, j'ai écrit annuler. Alors, je vais vous montrer maintenant plusieurs propriétés qu'on arrive à modifier sur un formulaire. Déjà, si vous regardez bien le formulaire là ici, connecter est en gras et puis annuler n'est pas en gras. En fait, on a dit dans le sujet, connecter par défaut sur la touche entrée, annuler par défaut sur la touche échappe. C'est une propriété d'un formulaire qui dit que quel est le bouton qui est fait si l'utilisateur tape entrée pendant l'exécution. Et si l'utilisateur tape échappe, qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord? C'est une propriété d'un formulaire qui permet de désigner ces actions-là. Il désigne que des boutons. D'accord? Donc ici, je vais cliquer sur mon formulaire et puis je vais regarder dans les propriétés de mon formulaire. Il y a une propriété qui s'appelle Accept Button, l'autre qui s'appelle Cancel Button. Donc Accept Button, je vais le mettre en bouton 1, qui est mon bouton connecté. Et vous allez voir, vous avez vu maintenant sa couleur a changé. Et Cancel Button, c'est une propriété de formulaire que je vais modifier aussi. Et je vais mettre bouton 2. Ce n'est pas une propriété de bouton, c'est une propriété du formulaire. Il faut cliquer sur le formulaire. Il faut cliquer sur le formulaire lui-même, la barre de titre du formulaire. Et dans les propriétés du formulaire, vous avez Accept Button et Cancel Button. Vous avez vu? Alors, on va maintenant écrire, on va faire encore une autre propriété. Ça c'est bon, hein? Pour Accept Button et Cancel Button, c'est bon?
Maintenant, vous allez regarder les propriétés même du formulaire. Vous regardez encore sur le schéma là. Regardez, qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Connexion à l'application. Ici, là. Il y a un seul bouton. Vous voyez? Il n'y a pas réduit, agrandi. Il y a juste le bouton fermé. Alors, pour arriver à ça, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous avez d'abord des contrôles pour les boutons agrandis et réduits. Vous voyez la propriété minimize box et maximize box. Dans la propriété du formulaire toujours. Ils sont à true. Faites-les passer à false. Quand les deux passent à false, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire, non? Alors, vous avez la possibilité aussi de les faire tous disparaître. Supposons que vous ne voulez même pas le bouton fermé là. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a une propriété qui s'appelle Control Box du formulaire. Mettez-le à false. Voilà. Donc Control Box, lui, s'il est à false, tous même disparaissent. Si vous le remettez à true, c'est là maintenant, fermé va peut-être apparaître. Et puis maintenant, les autres maximal box et minimal box, ils ont leur propre contrôle. Il y a encore une façon de faire ça qui est changer le form border style. Si vous changez le form border style to none, hey. Avec ces form border style none. C'est parce qu'il n'y a plus rien autour même. D'accord? Par défaut, le form border style est sur sizable. Donc, remettez sur sizable. Ok? Ah, c'est clair? Alors, on va écrire maintenant un programme pour voir l'action qu'on a fait. Parce qu'on a dit que si on appuie sur la touche entrée, ça va faire connecter et annuler, ça va faire aussi. Si on appuie échappe, ça va faire annuler. Pour qu'on se rende compte de ça, il faut qu'on écrive un programme. Sinon, on ne saura pas réellement qu'est-ce qui se passe. Donc, derrière annuler, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le formulaire. Alors, pour entrer en programmation dans C#, si vous avez un composant sur lequel vous rentrez en programmation comme ça, vous double-cliquez sur l'élément. La programmation C#, c'est de la programmation événementielle, comme Visual Basic, à savoir que donc, on double-clique sur l'élément pour aller dans son événement clic. Donc, quand je double-clique sur annuler, double-cliquez sur annuler et vous allez rentrer dans une zone de programmation. Dans cette zone de programmation là qui donne, normalement, c'est écrit bouton 2 underscore clic. Vous allez écrire le code qui permet de fermer la fenêtre. Alors, en C#, comme dans les autres langages, quand vous êtes à l'intérieur du code, le formulaire se référence même par le mot-clé vis. En Visual Basic, c'était mi. Donc en C#, il s'appelle vis. Donc, pour dire me fermer moi-même, je mets vis.close. Donc, vous tapez vis.close. D'accord? Alors, on va un peu jouer pour connecter. On ne peut pas encore connecter réellement l'application. D'accord? Mais ce qu'on va faire pour s'assurer que connecter est utilisé, on va modifier ce qu'on appelle son opacité.
Vous allez voir c'est quoi l'opacité. Donc je vais mettre vis point opacity moins égale 0,1. Alors je réduis l'opacité de 0,1. Vous voyez ce que j'ai fait? Moins égal, ça fait quoi? Moins égal c'est quoi? Si je fais A égale 1, c'est décrémenté. Quand je fais moins égal là, ça signifie vis opacity reçoit vis opacity moins ce qui est derrière. D'accord? Et on va enregistrer tout. Vous enregistrez et puis vous exécutez. Hein? Moins égal 0,1. Donc, si on clique sur le bouton connecter, est-ce qu'on sent, vous voyez déjà la différence? Regardez comment, cliquez une fois sur le bouton connecter, vous allez voir. Vous voyez la différence? Il a réduit l'opacité. Cliquez une deuxième fois peut-être encore. Une troisième fois. Passez le formulaire sur les autres éléments du programme. Vous voyez? C'est quoi l'opacité? Qu'est-ce qui devient? C'est ça. Vous voyez la propriété opacité, ça joue sur la transparence du formulaire. Donc, normalement, si vous faites sans cliquer, si vous faites la touche entrée, il doit faire comme si vous avez cliqué sur connecter. Donc, appuyez sur la touche entrée et puis vous regardez voir comme ça l'opacité va réduire encore. Chaque fois que vous appuyez sur la touche entrée, l'opacité va réduire parce que c'était votre propriété à cette bouton. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de cliquer sur annuler. Pareil, faites échappe. Si vous faites le bouton échappe, il va exécuter le code qui était derrière annuler. D'accord? Donc, ça a bien pris ce qu'on a voulu faire. OK. On continue? On a une case à cocher là. Checkbox. Vous le voyez? Checkbox. Donc, sur l'application, on a dit masquer les paramètres avancés. Et il doit être coché par défaut. Donc, mettez-le avec un composant checkbox. C'est bon, vous avez mis? Donc, vous avez mis le checkbox. D'accord? Vous avez modifié sa propriété texte pour mettre masquer les paramètres avancés. Quelle propriété vous avez modifié pour qu'il soit coché par défaut? Checked. D'accord. C'est bien. Alors, maintenant, donc vous avez obtenu le premier écran là. Où est-ce qu'il est? Voilà. Comme ça à peu près. D'accord? L'exercice n'est pas fini. On veut que quand on décoche masquer les paramètres avancés là, les paramètres avancés sortent. Les paramètres avancés, c'est ce qui est là. Ça va venir au milieu comme ça du formulaire. Alors, comment ça va marcher? Donc, on va devoir établir ça là, établir ce formulaire, ce truc là. On l'a mis dans un cadre de sorte qu'on puisse le rendre invisible tous ensemble. L'avantage de l'avoir mis dans un cadre comme ceci, c'est que quand on demande au cadre de devenir invisible,
il devient tout ça devient visible. C'est assez. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Vous voyez ce qu'on veut faire. Quand on décoche ça, tout ce qui est en bas là descend. D'accord? Et lui, il apparaît au milieu. Quand on coche ça, lui, il disparaît, ça remonte comme c'était avant. Vous voyez? Alors, pour y arriver, on va utiliser plusieurs propriétés. D'abord, on va créer ce paramètre avancé là, mais vous allez retenir la taille de votre formulaire actuellement. Vous allez noter ça quelque part. Regardez, quelle est la taille du formulaire? Comment est-ce que vous voyez la taille d'un formulaire? Vous avez la propriété size, c'est ça. Donc, la hauteur là, c'est le deuxième chiffre. Chez moi, c'est 203. Chez vous, c'est pas forcément la même chose. Hein? La hauteur de votre formulaire là, c'est. Chez vous, c'est quoi? Chez toi, c'est quoi? 300. Et chez toi? Monsieur, chez moi, c'est 300. Ok. Et toi derrière? Moi, c'est 385. 385, ok. Bien. Une chose qu'on va faire, on va vouloir agrandir le formulaire. Mais avant d'agrandir, on va modifier les propriétés de ces trois là pour que lorsque, regardez pour le moment, quand je descends mon formulaire, il ne bouge pas. Hein? C'est parce qu'ils ont une propriété ancrage, onshore. La propriété onshore de chacun de ces éléments là. Je clique sur le bouton 1, je le modifie une fois pour vous. Vous allez voir. La propriété ancrage onshore est par défaut pour tous les composants top left. Je vais modifier ça et je vais enlever top, je vais enlever left et je vais mettre en bas bottom. Pour connecter, je fais ça pour annuler. La propriété onshore, je décoche top left et je coche bottom. Et la même chose pour le propriété le checkbox. Et vous voyez maintenant l'effet que ça va faire. Quand je déplace maintenant quand j'agrandis, vous voyez les contrôles me suivent. Les trois qu'on a fait là le suivent. L'ancrage, ça lui dit de garder la distance entre lui et l'un des bords qu'on a désigné. Donc quand je descends, ils descendent avec lui. Quand je vais remonter, ils vont remonter avec lui. Oui. Vous cliquez sur le bouton d'abord, une fois, et puis vous regardez dans les propriétés, vous allez trouver onshore. Vous faites la même chose pour annuler et la même chose pour le checkbox. Vous vérifiez que ça fonctionne. Alors, clique sur AZ pour avoir tes composants. Vous vérifiez que ça marche? Ça marche? Tout le monde, c'est bon? Hein? C'est bon? Ok. Ensuite, maintenant, vous créez de l'espace. Vous allez prendre un composant. On a deux conteneurs de composants. Hein. On a... group box et puis panel. Je vais prendre group box. Alors, à l'intérieur du groupe, je vais déposer un group box là. Voilà. Je vais modifier sa propriété texte pour mettre paramètres. Et à l'intérieur de paramètres, à l'intérieur de group box, je vais rajouter
Donc, le texte de label et le text box qui correspondent à ça, ce qu'on voit ici. Serveur. J'essaie de faire ça en fait. La zone qui est au milieu là. J'essaie de faire ça. Donc, ici, ça c'est un group box. Et puis au milieu, ça c'est un label. Et puis là, c'est un text box. Donc, je fais la même chose. Je prends un label que je mets à l'intérieur de mon group box. Et un text box aussi que je mets à l'intérieur de mon group box. Un text box. Et puis en face, j'écris un paramètre, donc je mets localhost. Ok. Alors, maintenant, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire pour faire disparaître ça? Quelle propriété je dois modifier? La visibilité. Visible. Ok. Donc ici, visible, je dois le modifier. Pour le faire apparaître, il faut qu'il devienne true. Maintenant, regardez la relation entre visible et checkbox qui est en bas là. Bon, on aurait pu mettre ça dans l'inverse, hein, mais anyway. Quand lui, il est checked, quand il est true, quand masqué à true, l'autre doit être visible ou pas visible? Visible. Non. Invisible, hein? Quand il est masqué, quand masqué à vrai, les paramètres qui sont ici doivent être, ne doivent pas être visibles. Quand il est décoché, c'est là qu'ils deviennent visibles. D'accord? Donc, je vais utiliser ça pour programmer l'autre, pour dire simplement que la visibilité de ce group box là, c'est l'opposé de la valeur du checked. D'accord? Vous savez comment on fait l'opposé? C'est le point d'exclamation pour les booléens qui ressemble à différent la main sur la valeur de. Alors, je vais dupliquer sur checked. Quand je duplique sur check comme ça, il m'envoie dans un événement qui s'appelle check change. Et là, je vais faire deux cas de figure. Bon. If checkbox 1 point check. Checkbox 1 point check étant un booléen, j'ai pas besoin de mettre égal à true égal à false. Je peux faire directement comme ça. If paradigme badaboum. Ouais, c'est ça. Hop. Hey. Ah. Else. Ok. Bon. Qu'est-ce qui doit se passer lorsque la case est cochée? Donc, je fais group box 1 point visible égale quoi? True ou false? False. Bien. Quelle devrait être la taille de mon formulaire? C'est ce qu'on avait noté. Donc, vis point size point height.
égale 208. Je crois que c'est ça. On va tester. Et donc dans le else, c'est group point visible égale à true. Et 10 point high. Alors, on exécute pour voir. Tu as déjà exécuté pour voir. Bon, c'est pas parfait. À la base, c'est déjà couché. Voilà, c'est parce que à la base c'est déjà couché. Donc on va faire ça tout de suite. Pour que ça marche encore mieux. Donc cette fois-ci, checked dans le formulaire même, vous allez le mettre à false. Et plutôt que d'attendre l'action de l'homme pour le faire, on va maintenant cette fois-ci utiliser un événement. Il y a un événement qui est utilisé chaque fois que le formulaire se lance. C'est l'événement load. D'accord? Donc, c'est bon, vous avez mis check à false. Maintenant, vous double-cliquez sur le formulaire à un autre endroit où il n'y a aucun contrôle. Vous double-cliquez dessus. Il va vous envoyer dans l'événement load, form 1 load. D'accord? Et là-bas, maintenant, vous mettez checkbox 1 point checked égale true. Ce que ça va faire, c'est que ça va forcer un changement. Parce que le code qu'on a fait, c'est lorsqu'on change la valeur de checked. Il va passer de false à true. Et dès que ça va passer de false à true, automatiquement, vous allez voir que tout va se réajuster sur coup. Voyez, chez moi, il s'est réajusté. Et maintenant, si je décoche, hop, si je coche, tac, je décoche. C'est bon? Ça permet de voir un peu toutes les propriétés qu'on a eu à manipuler dans ce chapitre-là. Ok, on va continuer. On va travailler sur la gestion des formulaires, notamment, il y a une des techniques qu'on apprend, c'est la technique que vous faites, êtes-vous sûr de vouloir quitter oui, non, quand on veut fermer un formulaire. Il y a une technique on apprend, je pense que c'est ça qui est dans le cours. Hein. Ouais, bon, on va faire ce TP là, il est un peu long, mais on est bien obligé de le faire. Alors, déjà, ici pour le moment dans notre programme, on a travaillé avec un seul formulaire, qui était notre premier formulaire. Mais il s'agit juste il y a des cas où on doit travailler avec plusieurs formulaires dans votre application. D'accord? Et il faut savoir comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Donc ce que vous allez faire, vous avez enregistré ce projet-là, c'est bien, c'est fini. On va faire un nouveau projet. Vous faites un fichier nouveau projet. Application Windows Form. Et il vient avec un formulaire. Donc on va faire toute la manipulation ensemble pour que ça vous reste. Vous avez créé un nouveau projet? D'accord? C'est bon? On a créé un premier formulaire qui s'appelle Form 1. D'accord? On veut rajouter un deuxième formulaire. Pour rajouter un formulaire dans le même projet, on fait projet, ajouter un formulaire Windows. D'accord? Il y a plusieurs façons de faire ça. Hein. Je peux faire, mais le plus simple, c'est projet, ajouter un formulaire Windows. Il y en a ici aussi qu'on peut voir comme ça, ajouter un formulaire, ajouter
formulaire Windows. Bon, il y a plusieurs manières d'arriver au même fin. Donc, si vous faites projet avec un formulaire Windows, le deuxième formulaire, il va l'appeler forme 2. OK, on accepte ça. Et donc, cette fois-ci, on a deux formulaires dans notre programme. D'accord? Mais quand je fais exécuter, c'est forme 1 qui s'affiche. Vous voyez? Alors, comment changer ça? Comment faire en sorte que, si je veux, que ce soit forme 2 qui s'affiche et pas forme 1? Pour le modifier, vous regardez, vous avez déjà fait le deuxième formulaire, c'est bon? Vous allez dans l'explorateur de solutions. Vous avez dans la fiche, dans la liste des fichiers, vous avez un fichier qui s'appelle programme.cs. Programme.cs, c'était la partie DOS, enfin, quand on était en invite de commande, là, c'est là-bas où on programmait. Donc, c'est lui toujours qui s'exécute. Cliquez sur programme.cs et vous voyez le début du programme. Pourquoi on lance? C'est toujours static void main et simplement ce qu'il fait, c'est qu'il appelle forme 1 au démarrage. Donc, si vous venez que vous modifiez ici forme, vous mettez forme 2 et vous exécutez, vous allez voir cette fois-ci, c'est forme 2 qui s'est apparu. D'accord? Ok, donc on remet forme 1. C'était juste pour vous montrer. On remet forme 1 maintenant. Et on retourne maintenant sur forme 1. On va créer un bouton sur forme 1. Sur forme 1, on crée un bouton qui s'appelle ouvrir forme 2. Donc je crée un bouton sur forme 1 et je l'appelle ouvrir forme 2. Sur forme 2, je crée un autre bouton qui s'appelle fermer. Sur forme 2, le deuxième bouton sur forme 2 qui s'appelle fermer. Alors, on va apprendre, on va aller faire jusqu'au bout ce qu'on appelle le design pattern singleton. C'est l'objectif de ce que vous compreniez. Comment est-ce qu'on arrive à faire bien marcher les formulaires entre eux. L'idée que je veux, quand je suis dans forme 1, je vais appeler forme 2. Et forme 2 va s'afficher. D'accord? On va apprendre qu'il y a plusieurs manières d'appeler une autre feuille quand on est d'une feuille. La première manière que je vais faire, ok, bon, le plus simple déjà, commençons par forme 2. Fermer, derrière, quel code on va mettre derrière le bouton fermer? 10.close, hein? D'accord? Donc on double-clique sur le bouton fermer de forme 2. On met ici this.close. Dans ouvrir forme 2, qu'est-ce qu'on peut mettre comme code? On a deux codes. Il y a l'une des... Il y a un appel qu'on appelle le mode modal et le mode non modal. Chacun des deux a sa façon de faire. Il faut savoir qu'en C#, chacun des formulaires là n'est pas en fait un objet qu'on peut manipuler. C'est une classe. C'est comme si on déclarait des variables. On déclarait des types de variables. Maintenant, on déclarait une variable de cette classe là. D'accord? C'est comme si, quand je fais un formulaire, c'est comme si je déclarais la classe des entiers. Et ensuite, maintenant, je vais prendre la variable i qui est un entier. Donc, chaque fois que je déclare un formulaire, je déclare une classe. Et ensuite, maintenant, j'appelle un objet qui est de cette classe-là. Donc, pour pouvoir appeler forme 2, j'ai deux commandes que je vais faire. Alors, d'abord, comme je l'ai expliqué, ça va c'est une classe. Donc, je me mets ici, dans le bouton clic. J'écris
forme, forme de f. Donc, je déclare forme de la variable f. Comme je fais int i, je fais forme de f. F est de variable de type forme 2. Et je lui affecte automatiquement sa valeur new form 2. New form 2. Point virgule. Donc, voici comment je déclare f, qui est de type forme 2, et je lui affecte la variable new form 2. Donc maintenant, f est devenu un formulaire 2. Je peux maintenant utiliser deux commandes. Je vais utiliser la première, f.show dialogue. On va commencer par show dialogue. Dans le mode modal, lorsque j'appelle une feuille fille, vous allez voir que ce qu'on appelle, elle garde ce qu'on appelle le focus. Elle ne veut pas partir. Faites l'expérience. On lance forme 1. OK? On clique sur ouvrir forme 2. Forme 2 s'ouvre. D'accord? Est-ce que je peux revenir sur forme 1? Non? D'accord. On ne peut plus revenir sur forme 1. Comment on voit ça? Lancez. Vous avez fini de taper le code? Non, mais c'est ça, il est show dialogue. Moi, j'ai fait show dialogue. Est-ce que vous arrivez à revenir? Quand vous faites ouvrir forme 2, est-ce que vous arrivez à repartir sur forme 1? On ne peut pas. Non, mais c'est bon. Faites fermer forme 2. Et là, maintenant, vous pouvez revenir sur forme 1, n'est-ce pas? Vous pouvez le déplacer. D'accord? Essayez encore une deuxième fois. Ouvrir forme 2. Pousser et puis essayez de revenir forme 1. On ne peut pas. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le mode modal. La feuille fille, la feuille appelante appelle l'autre dans un mode modal. Tant que la feuille qui a été appelée n'est pas fermée, elle ne peut pas revenir en arrière. C'est un mode qu'on utilise lorsque on veut vraiment capturer l'attention de l'utilisateur. Il doit répondre à une question, par exemple, et avant qu'on ne puisse continuer. Donc ici, on le bloque en mode modal. Il ne faut pas qu'il aille ailleurs. Il faut qu'il réponde à cette préoccupation-là avant qu'on arrête. Donc on fait fermer. Fermer. Donc ça, c'était le mode modal. Maintenant, essayez le mode. Bien. Maintenant, faites, au lieu de show dialogue, faites show. Cette fois-ci, vous pouvez revenir d'un formulaire à l'autre, n'est-ce pas? Alors, par contre, maintenant, regardez comment est-ce que cette histoire-là se comporte réellement. Donc, je suis là, je fais ouvrir forme 2. Forme 2 est là, n'est-ce pas? OK. Je fais encore ouvrir forme 2. Tiens, il est encore là. Faites ouvrir encore forme 2. Hey, il y en a combien de formes 2 maintenant? Parce que le code qu'on a dit, c'est de déclarer une nouvelle variable et créer, et puis donc, on a plusieurs formes 2. Oui. On modifie show dialogue et puis maintenant on met show. Et vous voyez combien de... Allez, faites-en plein comme ça de formes 2. Vous pouvez faire comme ça plein, non? Ça a l'air bizarre, c'est tout blanc. Alors, et ça encore, bon. Ça, c'est un appel simple comme ça. L'une des choses qu'on arrive à faire aussi dans les formulaires, c'est d'avoir ce qu'on appelle des feuilles mères. D'accord? Les feuilles mères sont des feuilles qui vont contenir d'autres feuilles. D'accord? Pour pouvoir faire ça marcher en C#, vous avez deux propriétés à modifier. Enfin, une propriété et un code à modifier. On va le faire. Ici, pour le moment, comme vous le voyez comme ça, chacune est libre, n'est-ce pas? Donc, alors, et voilà, oui, juste faites une expérience aussi. Ne les fermez pas toutes, fermez juste forme 1. Et qu'est-ce qui se passe? Elles s'en vont toutes. Hein. Parce qu'effectivement, quand vous fermez la fenêtre qui a appelé, tout ce qu'elle a appelé, elle part avec. D'accord? Ça, c'est une de leurs façons de fonctionner en feuille. Alors, forme 1, on va en faire une feuille mère. Pour en faire une feuille mère,
vous allez modifier sa propriété isMDI_container et vous le mettez à true. Alors, quand une feuille devient feuille mère, son affichage, sa manière de s'afficher change un peu. Vous avez remarqué? Ok, donc la première étape pour avoir une feuille mère, on va modifier la propriété isMDI_container. C'est bon? La deuxième étape, pour appeler la feuille fille, en fait, ce n'était pas le cas. Vous avez déjà travaillé, je pense, sur des feuilles mères en plusieurs balises, je pense. Hein? La différence avec ces champs, c'est qu'on peut avoir plusieurs feuilles mères dans un même projet. Comme j'ai mis isMDI_container à ce formulaire-là, on peut avoir une autre feuille mère. Donc, du coup, quand on appelle une feuille fille, on doit lui dire qui est sa feuille mère. Puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Avant de faire show, je vais faire f.mdi_parent égale vis. Vous dites que, hey, je suis forme 1, je suis ta feuille mère. Donc, on rajoute ce code-là, f.mdi_parent égale vis. C'est bon? On exécute. Quand on fait ouvrir forme 2, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça affiche à l'intérieur de forme 1. Vous voyez? Ils sont tous à l'intérieur là. Ils s'affichent toujours en plusieurs exemplaires, mais à l'intérieur. Bon. Alors, quand on est dans ce genre de figure-là, en général, dans un code, on voudrait bien, surtout s'il y a plusieurs formulaires comme ça, quand on veut fermer, il faudrait qu'il y ait une confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, non. Le moment que on fait fermer comme ça, il ferme tout. Donc, on voudrait que sur forme 1, on fasse un bouton fermé, mais qui soit, qui affiche une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, non, etc. Vous voyez ça? Alors l'idée, déjà on va valider sur le, on va le faire pas de la bonne façon. Après je vais vous expliquer comment on peut le faire de la meilleure façon. Donc on va créer un bouton fermé sur forme 1 cette fois-ci. On crée un bouton fermé sur forme 1. Quel est le code qu'on va mettre derrière fermé? Toujours, hein, vis.close, allez. Vis.close, tranquille. On ferme, on ouvre, ferme la parenthèse, point virgule, basta. Seulement ce code-là, il ne demande pas si est-ce qu'on veut fermer, oui ou non. D'accord? Alors pour pouvoir envoyer une boîte de dialogue, est-ce qu'on veut fermer, oui, non, il y a des instructions qui peuvent faire. Alors en C#, il y a plusieurs choses. Hein. Vous avez plusieurs manières de faire effectivement une boîte de dialogue comme ça. Il y a des composants qui existent déjà, qui s'appellent... ils s'appellent tous des dialog box. Je suis en train de chercher où ils sont tous. Control box, conteneurs, composants, impression, boîte de dialogue. Donc vous avez des boîtes de dialogue qui existent déjà. Color dialogue pour choisir la couleur, font, folder, font, open file dialogue ou save file dialogue. Toutes ces boîtes de dialogue là existent déjà. Ça peut vous permettre de gagner du temps en programmation. Vous avez aussi une instruction qui permet de le faire. Nous on va utiliser plutôt l'instruction qui permet de le faire. On n'est pas encore prêt pour le design pattern singleton. Voilà. Voici. On va déclarer une propriété, une variable qui s'appelle dialog result. D'accord. Et puis on va envoyer un message. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Et puis si c'est égal à non, dans ce cas on va sortir.
Sauf que vous allez voir que ce n'est pas la bonne façon. Alors vous allez me laisser faire la mauvaise façon, ensuite je vais faire la bonne façon et on va faire la bonne façon ensemble. Ne faites pas ce que je fais pour le moment. Donc j'ai écrit this.close, d'accord? Ensuite dans le code, je vais mettre donc, ne faites pas en même temps que moi pour le moment. Dialog result D. D reçoit message box.show. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Ici, dans le cours, c'est mis quoi? Êtes-vous sûr de vouloir quitter, virgule, message box yes no. Donc, quand je mets rien, et puis je mets message box bouton point yes no. If D égale message box bouton yes, yes. Non. Dialog result, ok. If D égale dialog result point yes, alors this.close. Tout le monde comprend, hein? C'est quand le... Hein? Ah oui. Donc j'ai fait un code au niveau du bouton fermé. J'ai dit d'afficher une boîte de dialogue, message box, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, non. Et si on clique sur oui, alors on ferme. D'accord? Et je pense que ça règle mon problème. Mais regardez comment ça ne règle pas mon problème. Donc j'ouvre forme 2, forme 2, forme 2, forme 1. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, non. Si je fais non, ok, je ne quitte pas. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Si je fais oui, ok, il a fermé. Mais regardez maintenant une autre façon de faire. Je fais tac, 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 et puis je fais là. Ah, il s'est fermé sans demander. Pourquoi? Simplement parce que pour un formulaire, il n'y a pas qu'une seule manière de le fermer. On peut faire this.close, mais il y a aussi le bouton système qui permet de le fermer. On peut avoir une autre application derrière qui peut lancer la fermeture. C'est pour cela qu'on ne va pas se fier à nous-mêmes notre propre bouton qu'on a créé. On va plutôt se travailler sur les événements. Lorsque un formulaire est lancé, quand il y a un show dialogue, il passe par plusieurs événements. Le premier, c'est load, activate et show. Lorsqu'il est en train de se fermer, lorsqu'il a vu l'instruction close, ou peu importe la main dont il est en train de se fermer, il passe par closing, close, form close et deactivate. Il fait ces événements-là dans la suite, les uns à la suite de l'autre. Alors, form closing et form close sont des événements qui interviennent. Form closing, on veut me fermer, mais on ne m'a pas encore fermé. Form closing, on m'a fermé. Donc, je peux écrire des codes ici. Dans form closing, on veut me fermer, on ne va pas me fermer. Je peux faire, c'est plutôt là-bas que je devrais faire l'événement. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Comme ça, peu importe la manière dont on veut le fermer, ça va apparaître. D'accord? Form close, j'utilise ça, c'est en général quand le formulaire était fermé. Je peux utiliser par exemple pour fermer les connexions vers des bases de données, fermer les fichiers ouverts, etc. Donc, ce code que j'ai tapé là, en fait, je ne dois pas le taper dans cette partie du code ici. Donc, je vais enlever cette partie du code là. Derrière le bouton, je garde toujours mon this.close tel qu'il est. Et je vais chercher l'événement form closing de notre formulaire. Alors, pour chercher l'événement form closing d'un formulaire, regardez bien comment je vais faire. Quand je suis sur la fenêtre de propriété ici, dans la fenêtre de propriété, vous avez la possibilité de voir des événements. Vous voyez l'éclair qui est là? C'est les événements. Donc, vous pouvez directement cliquer sur les événements. Ça, c'est une façon de faire. Et vous allez voir dans la liste qu'il y a un événement qui s'appelle
form closing. Ah non, je suis sur le bouton. Donc je clique sur form 1. Form closing est là. D'accord? Une autre façon de faire, lorsque je suis en train de programmer, je regarde, je suis sur form 1 et puis je regarde dans la liste. Ah bah non. Bon, ok, donc on fait ça comme ça. Donc vous regardez, vous cliquez sur form 1, vous regardez la fenêtre de propriété. Les propriétés, il y a donc ici, ça quand vous cliquez comme ça c'est les propriétés. Les clairs, c'est les événements. Donc pour revenir sur les événements, vous cliquez sur les clairs et puis vous allez voir maintenant les événements. Et vous allez voir dans la liste form closing. Vous double-cliquez dessus. Vous double-cliquez dessus, form closing, d'accord? Et c'est à l'intérieur de ce form closing que vous allez écrire ce code-là. Dialog result D égale message box, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Patati patata. Alors, par contre, la logique de programmation est différente lorsqu'on est en form closing. Parce que si vous êtes arrivé dans form closing là, c'est que déjà le formulaire est en train de fermer. Si vous ne faites rien, a priori, il sera fermé. C'est quand on ne veut pas fermer qu'on doit agir. De l'autre côté, moi j'avais fait, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Quand on clique sur oui, c'est là que je fermais. Quand je suis dans form closing, c'est quand on clique sur non qu'il faut arrêter la fermeture. Parce que quand on est déjà arrivé dans form closing, c'est que quelque part on veut déjà s'arrêter. Si on ne fait rien, il va s'arrêter. Donc, ici, dans le code que j'ai mis des dialogues result.no et j'ai mis, il y a une paramètre qui s'appelle e.cancel égale à true. S'il voit cancel égale à true, il va annuler la fermeture, simplement. Donc, vous retapez ce code. Ok. Donc, le dernier élément qu'on voit ensemble, ouais. Il y a une propriété, c'est le titre du show dialogue. Fait que tu fermes, tu vas voir. Il y a un titre qu'on peut mettre ici. C'est ça. Si tu mets quelque chose, ça va apparaître en haut de cette fenêtre. Il n'y a pas d'exécution. Tu as l'exécution, il faut arrêter le programme d'abord. C'est bon? Ok. Alors, la dernière chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est ce qu'on appelle le design pattern singleton. Le problème qu'on a avec le code qu'on vient de faire, là, il va falloir que vous voyez, c'est que quand on appelle, normalement, quand on a une feuille mère, il y a des fois où on ne veut pas que la feuille fille là s'affiche plusieurs fois comme on est en train de faire là. Ouvrir forme 2 et puis ça s'appelle. Et puis encore ouvrir et puis encore ça s'affiche. C'est pas. Il y a des cas de programmation où c'est normal que ça s'apparaisse. Mais il y a des cas de programmation aussi, on ne veut pas que ce soit le cas. En VB, lorsque vous appelez une forme, une feuille, elle ne vient pas plusieurs fois. Elle s'affiche, elle seule. Le problème de notre code, c'est qu'on a déclaré plusieurs. Enfin, dans le code ici, on fait new form 2 et puis on lui dit de s'afficher. Donc, on a plusieurs façons de faire ça. Il y a une façon qui est faite un peu genre à la VB, où il consiste à déclarer ces variables-là
comme des variables globales pour l'ensemble du programme. Les formulaires forme 1, forme 2, forme 3 sont des variables globales. Et une fois qu'on a fait ça, on ne s'en sert qu'une seule fois. On ne fait pas à chaque fois new. On les appelle une seule fois. Ça, c'est une technique qui n'est pas la plus recommandée. La plus recommandée, c'est celle-là, qui est le design pattern singleton. Donc, première des choses, effectivement, on va déclarer forme de comme une variable globale publique. D'accord? Deuxième chose, on va vérifier avant de l'afficher si elle n'existe pas déjà. L'idée ici, c'est que si, quand on clique sur ouvrir forme 2 là, s'il y a déjà une forme 2 qui existe, c'est lui qu'on doit afficher. S'il n'y a pas de forme 2 qui existe, on doit en créer un nouveau. D'accord? Et la dernière chose qu'on doit vérifier dans forme 2, c'est qu'on a bien assuré que quand on le ferme, on le met à la valeur nulle. Parce que malheureusement, C# ne le fait pas pour nous. Donc le code est là. C'est le design pattern singleton. On va refaire ça ensemble. Vous allez revenir dans votre code. On va modifier le code en conséquence. La première des choses, donc, pour pouvoir se retrouver, donc, on va pas appeler le form, on va l'appeler F2. Hein? Je vais changer le code qui est ici. Vous pouvez l'effacer même. Hein? Je vais déclarer une variable publique. Alors, public. Forme de F2. F2. Vous voyez, j'ai déclaré la variable publique forme de. Je vais le mettre un peu plus haut. Maintenant, au niveau le bouton ouvrir là, je vais regarder si F2, bon, je vais copier le code. Je regarde si la variable F2 que j'ai créée est différente de nul. Si c'est différent de nul, bon, si c'est égal à nul, pardon, si c'est égal à nul, c'est que la variable n'existe pas. Donc, je la fais apparaître comme on a l'habitude de faire. F2 égale new form de F2.mdi parent égale vis F2.show. Mais si c'est nul, si c'est différent de nul, ça signifie que ça existe déjà. Donc, je fais que simplement que activate. Oui. C'est dans le bouton un clic là, le bouton qui permet d'ouvrir le form 2. J'ai modifié, j'ai déclaré la variable F2 de type public, form 2, F2. Et puis j'ai modifié le code. C'est bon? Oui. Je sais pas qu'on nous fait le Google. Alors, le code n'est pas encore fini. Alors, si vous avez fini ce code là, c'est bien. Juste dernière chose, comme je vous disais, en fait, ici on a mis un test à nul là. Non. Oups. J'ai pas bien. PV form F2 égale nul. Je pense que ça doit être.
J'ai oublié un égal nul le premier au départ. Donc ça doit être fait comme ça. Ouais. Mais je disais encore, en fait, C# quand il ferme le formulaire même, forme 2 là aussi, il ne remet pas la valeur nulle. C'est pas dans les tous les programmes C là, ils ont tous ce défaut là. Quand il se débarrasse d'une variable, il n'efface pas son contenu. Il ne s'en sert juste pas. Donc il va falloir nous-mêmes aller mettre nul dans la variable F2. Chaque fois qu'on ferme forme 2. Et pour pouvoir faire ça, c'est ce code là. Il faut aller dans forme 2, trouver son événement forme closed et taper ce code là. Alors, donc je vais dans forme 2 cette fois-ci. Je regarde les propriétés. J'appelle les événements. L'éclair là. Je cherche l'événement qui s'appelle forme closed. Ah pardon, je suis sur forme 2. Forme closed. Je double-clique sur forme closed. Et là, je tape le code suivant. Forme 1 F égale forme 1 MD parent. F.F2 égale nul. Ça, je suis dans forme 2 closed. Forme closed. Et je tape ce code là. Si j'essaie de l'ouvrir plusieurs fois, cette fois-ci, il va plus pouvoir. Ok, c'est bon? Ok, bon. C'est de la programmation un peu délicate, mais ça, il faut ça. Donc, alors, on n'aura pas le temps de faire, normalement, tout le dernier TP là, mais il faut que vous alliez jusqu'au bout. Je vous explique ce qu'il y a lieu de faire. Il faut que vous fassiez ça. Il s'agit de créer une application qui permet d'afficher des photos, des images. D'accord? Quand on clique sur fichier, ouvrir, on a une boîte de dialogue qui apparaît pour sélectionner un fichier et puis ça s'affiche sous forme de photo dans un formulaire. On a tous les éléments pour le faire, à savoir que pour afficher une photo, c'est comment ça s'appelle là, le picture box. D'accord? Ici, afficher photo, le grand là, c'est une feuille mère. À l'intérieur, seulement ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'on a mis un menu. Un menu, c'est un composant qu'on appelle menu stripe. Qu'on dépose et on peut directement taper les menus. Ici, la description qui est faite ici vous permet de savoir quel est le menu, comment le menu est constitué. En dessous de fichier, vous devez avoir ouvrir. Il y a ce qu'on appelle une touche raccourci, shortcut key, qui permet de définir quelle est la touche qu'on va utiliser, CTRL O. Donc ce n'est pas, en fait, ici, ce n'est pas qu'on a tapé CTRL O. Hein. C'est que de la propriété shortcut key, on a choisi CTRL et puis O. On a créé un bouton, un menu fermé. On a fait un trait séparateur et puis on a fait un quitter. Fermer ici, il ne ferme pas l'application, mais il ferme la photo qui est affichée. C'est quitter qui ferme l'application. Ensuite, des éléments assez simples, hein, mais vous pouvez faire rotate à gauche, rotate à droite et puis miroir. C'est pour faire afficher, tourner l'image. Rotation à gauche, rotation à droite, miroir. Et puis, vous aviez normalement dans l'explication donc une boîte de dialogue à propos d'eux qui devrait vous présenter le développeur qui a fait l'application. Et puis, faire les affiches en mosaïque et en cascade. Vous aviez aussi à faire une barre d'état qui donne le nombre d'images qui est affiché. Et puis aussi, l'application est ouverte depuis combien de temps? Ici, ça, c'est quoi qu'on va prendre pour faire? Un timer. Un composant qu'on appelle un timer qui permet de compter le temps. Et donc, ça s'affiche à chaque fois. L'application est ouverte depuis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Chaque minute,
Ça vient rafraîchir ici. Non, ça c'est pour vous exercer. C'est écrit à rendre, mais c'est pour vous exercer. C'est vrai que j'ai pas. Alors, donc ça c'est pour vous exercer. On va encore aborder le dernier, enfin pas le dernier, mais le chapitre qui suit. Alors vous avez aussi les évaluations formatives hein, pour vous entraîner. Il faudrait faire ça sur ce chapitre-là. Et vous avez bien sûr tous les détails dans ça. Alors l'évaluation ici, la validation de la saisie, ça aussi ça fait partie du devoir, du prochain devoir là. Hein? Non, hein? Si ce n'est pas de cette partie-là, ça ne va pas partie du devoir. Oui, mais à l'examen en général, en fait, ce que même mes classes qui sont en présence là, le devoir ne porte jamais sur la partie 4. Enfin, le devoir. L'examen ne prend jamais en compte la partie 4. C'est la partie... ça s'arrête à la partie 3. Mais seulement il y a des questions de base de données. Comme le premier devoir là, les rappels sur les bases de données, mairie, ça, oui, ça il faut connaître. Mais l'examen ne porte jamais sur la partie... parce que, enfin, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à tenir même jusque... Après cette partie-là, il y a beaucoup qui n'arrivent plus à suivre. Si je regarde, juste vous donner une idée de... Aïe, aïe, aïe. Pas encore repris. Il y a un outil là de suivi de progression qui me permet de voir où sont restés les étudiants quand on fait le cours. Cette barre de progression là. Si je regarde... Bon, si je regarde par exemple les gens de classe de jour... D'aller voir quand je me rends compte souvent que le premier chapitre, la première partie, tout le monde arrive à suivre. Deuxième partie, déjà on peine un certain. Et la troisième, il y en a qui ne suivent plus du tout. Donc ça c'est ce genre de personnes, ça signifie qu'ils n'ont pas, pour avoir suivi le cours, voilà, quand tu es comme ça, c'est lui qui a suivi tout le cours jusqu'au bout. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire ça. Donc ça fait que, en général, la dernière partie, je ne mets jamais ça à l'examen. Je ne sais pas où. La validation de la saisie. La validation de la saisie, c'est un cours qui a pour but de vous apprendre comment est-ce qu'on s'assure que les utilisateurs saisissent exactement ce qu'on attend d'eux. Pour éviter que justement quelqu'un puisse saisir, on demande un âge et puis lui saisir un texte. D'accord? C'est essentiellement ça. Donc, le cours permet de distinguer les trois grands types d'erreurs qu'on peut avoir dans un programme. On a les erreurs de syntaxe. Les erreurs de syntaxe ont l'avantage d'être faciles à être identifiées. Parce que Visual Studio même va
au moment de la compilation, il va s'arrêter. Il va vous dire que ça, il ne comprend pas ce que tu as écrit. Donc, il s'arrête. Vous allez ensuite des erreurs pendant l'exécution. Par exemple, vous voulez ouvrir une image et puis la personne a envoyé un fichier texte. C'est une erreur pendant l'exécution. Division par 0 aussi, c'est une des erreurs pendant l'exécution. Et il y a des erreurs qu'on n'arrive pas du tout à détecter, c'est les erreurs de logique. Les erreurs de logique, c'est que le programme tout fonctionne, mais le résultat qui est attendu ne correspond pas à ce que vous devriez avoir comme résultat. Bon. C'est pourquoi la connexion est aussi lente aujourd'hui. Bon, en attendant que ça vienne. Donc, pour le calcul de la moyenne, donc, comme vous savez comment je fais, hein, je prends les 2 meilleures notes. Ceux qui ont 3 notes. Je prends les 2 meilleures notes. Et là, normalement, il y a un TP à rendre, mais je sais pas si vous pouvez. Quand est-ce que votre année finit exactement? Ah. Non, c'était le semestre. C'était le semestre que je parlais. C'est qui? C'est quel lieu? Vous l'avez pas du tout fait? Mais ils vous ont pas dit quand est-ce qu'ils vont le programmer? Voilà, par exemple, comment éviter que l'utilisateur ne saisisse des informations incohérentes et inexactes, d'accord? En remplaçant un contrôle pour l'âge, comme ça, par un autre, ça s'appelle un numérique up-down. Vous voyez que lui, il force d'abord qu'on sache des numériques. En plus, il a des âges limites et maximales. Et on doit rentrer l'âge d'une personne qui est censée être majeure. Donc, quand il met un âge qui est inférieur à 18 ans, il le prévient que non, mais l'âge est déjà inférieur à 18 ans. Donc, c'est ça en fait. C'est de pouvoir utiliser les composants qu'on a pour forcer la validation au niveau des... Alors, on peut faire une validation donc, qui est faite au niveau du champ même. Chaque champ doit faire une validation de la donnée. Il y a une propriété qui s'appelle maxLength qui définit le nombre de caractères maximal d'une zone de texte. Par exemple, si vous avez donc dans une base de données un champ qui est limité, vous pouvez utiliser la propriété maxLength pour dire que aussi la taille qui est saisie doit être limitée. Caractère casing. Caractère casing est une propriété qui force que toutes les zones de tout ce qui est saisi soit en majuscule ou en minuscule. Ça peut être par exemple le nom de famille. Vous voulez que cela apparaisse uniquement en majuscule. Donc vous avez une propriété qui s'appelle caractère casing qui force que pour une textbox, tout ce qui soit saisi revienne en majuscule ou en minuscule. Alors vous avez aussi des composants assez particuliers comme maxTextBox. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. maxTextBox est un composant qui se comporte comme une zone, comme un textbox, mais lui, il a un max de saisie. Donc, on peut définir un max de saisie. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous avez un champ pour une plaque d'immatriculation. Bon, la plaque d'immatriculation, on connaît le format. C'est 4 chiffres, 2 lettres, 2 chiffres. D'accord? Donc, vous voulez que ce soit un max qu'on ne puisse saisir que ça. 4 chiffres, 2 lettres, 2 chiffres. Donc, vous pouvez utiliser maxTextBox pour ça. Il va forcer que les 4 premiers soient des chiffres, ensuite ce soit 2 lettres et ensuite des chiffres. Donc on l'utilise pour des cas où on veut faire des matricules, des genres de choses comme ça. On sait qu'on connaît le format. Alors aussi, il y a donc ce qu'on appelle la validation intrinsèque. C'est des champs qui ont eux-mêmes, qui forcent eux-mêmes la validation. Par exemple, si vous utilisez un bouton radio pour mettre oui ou non à la place d'une zone de texte. Si vous avez une zone de texte où la personne peut taper oui ou bien non, il se peut qu'il tape n'importe quoi. Mais quand c'est un radio bouton, c'est soit oui, soit non. Il ne peut pas faire autre chose. Vous avez aussi des checkbox qu'on a utilisé là, check ou uncheck. Vous avez des combo box qui permettent de définir des listes d'éléments et puis on choisit directement dedans.
Donc, tous ces contrôles-là sont considérés comme des validations intrinsèques parce que eux-mêmes, ils ne laissent la possibilité que de choisir que des valeurs possibles. Vous ne pouvez pas choisir des valeurs impossibles. Il y a des time pickers dans la même gamme qui lui qui restreint les dates et les heures sur lesquelles on peut choisir. Plus que d'avoir un formulaire où vous pouvez choisir n'importe quelle date, vous avez des time pickers. Il s'affiche un peu comme ces genres de calendrier là. Le date time picker, vous choisissez directement dans le calendrier. Vous ne pouvez pas choisir autre chose. Month calendar, et puis celui qu'on avait vu tout à l'heure, c'était numérique up-down. Alors, il y a au niveau de la programmation, de la validation même, il y a des événements qu'on utilise pour la validation. C'est-à-dire que si la validation intrinsèque ne vous suffit pas et que vous voulez implémenter de la programmation pour valider chaque champ, c'est possible. Il y a une propriété de chacun des éléments qui s'appelle cause validation. C'est un booléen qui dit est-ce que ce contrôle-là doit déclencher ces événements valider thing et valider tid. Valider thing se produit lorsque le contrôle donc, doit être en cours de validation et valider thing, le contrôle a déjà été validé. Et si vous avez mis code validation à true, c'est là que ces deux événements-là vont être générés. Chaque fois que vous allez vouloir sortir du formulaire, si vous avez fini de saisir, vous voulez sortir de ce champ-là, il va créer un valider thing et un valider tid. Ensuite, maintenant, en programmation, vous pouvez écrire le code qui permet de valider le contenu. Et bien sûr, c'est un peu comme form closing et form close, dans le sens que si vous avez décidé que le champ n'est pas validé, vous pouvez forcer l'utilisateur à rester sur ce champ-là pour le modifier. Donc ça, les fonctions de validation, bon ça j'ai mis une fonction pour permettre de vérifier par exemple comment est-ce qu'une adresse email est faite. Ça utilise une propriété qui s'appelle regex. Donc vous pourrez voir ça, c'est pas... Donc, et en TP, on réalise cette fiche-là. Une fiche bien patient avec le poids, la taille et tous ces éléments-là. Alors, on a aussi des composants qu'on appelle un composant qui s'appelle Error Provider. C'est lui qui permet de retourner comme ça les informations ici aux utilisateurs. Vous voyez ici, il dit veuillez entrer une date valide. Donc, il faut que la personne rentre une date ici. Garder le focus aussi, c'est une technique, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si vous voulez, l'utilisateur, il saisit une information qui n'est pas bonne, et puis il veut partir. La fonction focus, ça va le forcer à rester sur le textbox 1. Tant qu'il n'a pas fini de corriger, vous pouvez le forcer à rester dessus. La validation au niveau formulaire, c'est lorsque vous avez, par exemple, deux champs à saisir avant de pouvoir valider un bouton enregistrer. Par exemple, vous voulez que sur un formulaire, il faut qu'on tape un nom, il faut qu'on tape un prénom avant qu'on puisse cliquer sur enregistrer. Donc ça, cette fois-ci, ce n'est pas sur un seul champ, mais c'est sur deux champs. Donc on va parler d'une validation au niveau du formulaire. Parce qu'il faut, pour que le bouton enregistrer soit actif, il faut que nom soit non vide et prénom soit non vide. Les deux. Donc ça aussi, on fait ce petit exercice-là pour vérifier. Et on finit sur système.environment qui permet de voir quelles sont les informations sur l'utilisateur qui est connecté à Windows, par exemple. Donc voilà un peu la gestion, la validation. L'ordre de tabulation. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi l'ordre de tabulation. L'ordre de tabulation, quand vous avez plusieurs champs sur un formulaire, plusieurs zones de saisie sur un formulaire, quand vous passez d'un à l'autre par tabulation, par la touche tab, c'est défini par une propriété qui s'appelle tab index. Souvent, vous proposez les propriétés, les zones de texte, les uns sur les formulaires. D'accord, vous les posez. Et chaque fois que vous en créez un nouveau, eux-mêmes ils se mettent dans l'ordre. Mais parfois, vous les déplacez et ils se rendent compte que ça ne correspond plus à l'ordre dans lequel c'est. C'est la propriété tab index qui permet de les remettre dans l'ordre. C'est juste une propriété. Si vous mettez les éléments dans l'ordre de 0 à... Le 0, c'est celui par qui ça commence, jusqu'au plus grand, c'est celui qui ça termine. Et automatiquement, ça va remettre les éléments dans le bon ordre. Je ne vois pas l'un des aspects pour lesquels je pensais qu'on avait travaillé sur les erreurs. Ça m'étonne. Bon.
Oui, on a déjà fait. On a travaillé sur les erreurs. En- Dans le chapitre précédent, ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je ne vois pas de musique. Mais... Ah, mais tiens. Ok. Donc c'est bon alors. Donc c'est qu'on a, on a vu l'essentiel. Euh, pour ça là, normalement, après, c'est beaucoup de pratique, hein. Dans le cours, après chaque, après chaque deux coups comme ça encore, on insiste, on fait un TP encore. Je crois que le TP est dedans. Je suis en train de voir si le TP, il y a le... Non, ça c'est application console. Ici, programmation Windows Form. Est-ce que ça le décrit juste? Bon, c'est ça. En fait, on fait le TP que je vous ai parlé, avec la fichier photo là. C'est pour ce TP là, c'est pour cette partie là, c'est ça seulement qu'on fait. Donc, essayez de aller jusqu'au bout, de le faire, et ce sera bon. On touche. Bon, vous pouvez regarder aussi le chapitre 3, tous les éléments sont les jeux du chapitre 3, le 9 et le 10. Si vous pouvez, ce serait bien. Faites aussi les évaluations formatives là, avant le test. Et ce sera bon. Ok, désolé encore pour la retard de ce matin, hein. J'étais complètement parti sur autre chose. Est-ce que vous avez des questions? On doit faire un... Avant le devoir, on doit faire un chat ou on fait pas un chat? Qui a encore les dates des chats qu'on avait fait? Est-ce que vous avez encore ça? Non? Ah. Le prochain devoir, en tout cas, c'est le samedi 28 septembre à 10h. Hein. C'est ça? C'est 1h aussi. C'est pareil, c'est toujours... Samedi 28 septembre à 10h. Ouais, ouais. Toujours en ligne. La dernière fois, tu as fait comment? Le samedi C'était samedi? C'était pas l'après-midi. Non. C'était samedi. C'était l'après-midi. C'était l'après-midi, 13h. Ah, C'était le 13h. donc 13h alors. J'ai noté 10h, bon, bref. Donc c'était le dimanche. Et on a même mis à 10h. Non, non. Il y a un créneau horaire. Si tu as raté le créneau de 2h là. Quand ça va être 13h, 15h. D'accord, donc avant le devoir, on a fait le... Donc je pense qu'il y a eu un autre chat avant. Chat de le 20 out. Et ça c'était à 19h, je pense. Bon, bref, je retrouverai les autres. J'espère que je vais pouvoir retrouver ça. Le chat...
aussi, c'est le 6. 6K. Vous voulez laisser le projet TPA-SU matrice. Vous faites enregistrer normalement et ensuite maintenant vous allez dans le dossier là où c'est enregistré pour copier tout le répertoire. Et avant laquelle aussi. C'est dans... Si tu fais fichier nouveau, tu vas voir le... C'est dans Documents Visual Studio. Visual Studio 2010, 18, ça dépend de ton Visual Studio et puis dans Projet. Donc ça doit être dans Mes documents. Dans Documents, à l'intérieur de Documents, tu as Visual Studio. À l'intérieur de Visual Studio, tu as Projet. Et puis là maintenant, ils sont tous dedans.